et bienvenue à cette édition d'Info.tvc, l'hebdo, donc l'édition d'une heure de ce vendredi 6 novembre. Déjà en partant, je veux vous revenir sur les élections américaines qui ne sont toujours pas concluses à l'heure où on se parle. Par contre, Joe Biden a une avance. On est comme content, je pense, au Québec en général, quoique le premier ministre Legault n'a pas l'air de mon avis. Lui, il se dit qu'il va travailler de concert, peu importe, et ne veut pas étaler ses préférences. Par contre, pour ce qui est de ma part, personnellement, Émilie Boulay-Chouinard, je suis bien content que Joe Biden soit en avance, quoique ça sera beaucoup moins divertissant sur les médias sociaux pour les 4 prochaines années. Donc là, on est à Info.tvc, l'hebdo, l'émission qui vous parle de vos nouvelles régionales, nationales et matapédiennes qui touchent les matapédiens. Je suis en compagnie de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Bonjour! Donc, tu vas faire un tour rapide des informations avec nous. On commence avec les cas de COVID. Dans le Bas-Saint-Laurent, 40 nouveaux cas. 40. Non, pas 4, 40 nouveaux cas. Oui. Pour un total de 530. Dans le Bas-Saint-Laurent que je parle, 35 nouveaux cas dans la Matanie. Vous en avez sûrement entendu parler. On va en parler un petit peu plus tard. Finalement, il y a eu une éclosion qui a touché la résidence pour aînés des bâtisseurs de Matane. Oui. 2 nouveaux cas à Rimouski-Neigette et 1 à Témiscouata. Oui. Dans la vallée de la Matapédia, on est toujours à 22 cas. Toujours stable depuis quelques jours déjà. Oui. En ce 6 novembre 2020, 461 cas rétablis au Bas-Saint-Laurent, 9 décès, alors 1 décès de plus, 2 hospitalisations en lien avec la COVID-19. Et on sait que dans la journée du 4 novembre, il y a eu 672 dépistages qui ont été réalisés. Quand même, les chiffres se maintiennent. On a une éclosion, comme tu mentionnais, à la résidence Les Bâtisseurs de Matane. Oui, 44 résidents qui ont été touchés, 2 décès, 2 hospitalisations, 9 travailleurs et 2 proches aidants sont infectés à la COVID-19. Oui. Pour assurer un accès rapide aux tests de dépistage à la COVID-19, une clinique de dépistage mobile est ouverte et accessible depuis aujourd'hui. Alors, sont vraiment, présentement, là, le 6 du Bas-Saint-Laurent est vraiment concentré là-dessus, puis il essaie de tout mettre à la disposition pour dépister tout le monde qui a été en contact avec le bâtiment. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez été faire une visite de quelqu'un qui est résident à la résidence Les Bâtisseurs de Matane depuis le 24 octobre, c'est important d'appeler à la ligne Info COVID puis de vous faire tester, s'il vous plaît. Ensuite, une personne qui fréquente l'école secondaire Armand-Saint-Onge a été testée positive à la COVID. Oui, on va en parler un peu plus tard. On a eu une entrevue avec monsieur Alexandre Marillon du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Oui. Mais oui, une 50aine de personnes ont été placées en isolement et une classe a dû fermer par mesure préventive. Nous allons avoir un peu plus d'informations tantôt durant l'entrevue avec monsieur Marillon. Oui. Ottawa offre une aide d'urgence de 7,5 millions pour les agriculteurs québécois. Qui ont fait des dépenses dues à la pandémie encore et qui souhaitent se faire rembourser, par exemple pour l'achat d'équipements, des équipements par rapport à la COVID-19. Oui, tout à fait. Aussi pour la modification des logements qui hébergent les travailleurs étrangers saisonniers parce qu'ils ne pouvaient pas être très proches pour l'hébergement. Donc, comme tout le monde, les agriculteurs aussi, ils ont dû modifier. Oui, ils ont dû s'adapter. Hein? Ils ont dû s'adapter. Tout à fait. L'Association du cancer de l'Est du Québec offre une nouvelle plateforme d'activité 100% virtuelle. Oui, cet outil a vu le jour en 2017 pour les personnes touchées par le cancer ainsi que leurs proches dans l'Est du Québec qu'on parle. Depuis cette semaine, des conférences et des ateliers en ligne sont disponibles pour briser l'isolement dans le contexte de la pandémie, pour les informer et pour leur permettre de mieux traverser la maladie. C'est gratuit et disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous avez le site Internet juste en bas de l'écran. Oui, très intéressant. Je suis allée visiter, moi. J'étais curieuse. Vraiment très bien fait, très intéressant. La MRC de la Matapédia et la SADC de la Matapédia sont heureuses de lancer une campagne La Matapédia en cadeau. Oui, c'est des boîtes originales de produits agroalimentaires matapédiens, encore achat local, donc c'est une très bonne idée pour le temps des fêtes aussi, là, ça s'en vient. Donc, vous avez le choix entre 4 boîtes qui ont été créées, la boîte barbecue, la boîte dents sucrées, la boîte zénitude et la boîte du chef. Et il sera disponible de les commander en appelant à la MRC de la Matapédia au numéro de téléphone que vous avez juste en bas de l'écran. Hey, c'est super ça! Oui, mes cadeaux de Noël sont faits.
Il y en a pour tous les prix en plus, tous les budgets. Et des thèmes différents aussi. Ben oui, tout à fait. C'est que ça correspond à beaucoup de monde. Seigneur, je m'en vais de ce pas téléphoner. Non, on finit le bulletin. Artère, aide aux entreprises agricoles. Si jamais vous avez un projet petit ou grand, Artère est là pour vous assister. Elle offre un service pour le démarrage ou le transfert d'une entreprise agricole. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler Jonathan Gagné-Lavoie avec le numéro en bas de l'écran. Donc, un autre outil pour les gens qui veulent soit se démarrer ou faire une relève d'entreprise agricole. Très intéressant. On sait qu'il y en a beaucoup dans la vallée. Aide financière pour l'achat de couches lavables. Si vous prévoyez acheter, c'est spécial comme mais c'est pour l'environnement. Si vous prévoyez acheter des couches lavables pour contribuer à la diminution des déchets, la Ville d'Amqui peut vous offrir une aide financière. Pour plus d'informations, vous avez juste à vous rendre sur la page Facebook de la Ville d'Amqui. Vous avez comme un genre de document à remplir. Tout à fait. Je sais aussi que la municipalité de Sébec offre aussi une aide dans ce sens parce que j'en ai bénéficié. C'est tout un contrat des couches lavables. Félicitations aux parents qui embarquent dans ça. On essaie de pencher vers le plus en plus vert possible. Le plus en plus vert et c'est parfait. C'est sûr que toujours jeter ses couches, c'est pas très environnemental. Non, c'est pas très environnemental. Non. Et ensuite, Diffusion Mordicus nous présente un spectacle en fin de semaine. Donc, on peut sortir en fin de semaine. Oui, samedi, demain, le 7 novembre, à 20h, le VAC en trio à la salle Jean Cossette d'Amqui. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il reste quelques billets. Super! Bien, merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité matapédienne en ce vendredi 6 novembre. On s'en va à une courte pause et tout de suite après, on passe au bloc d'entrevue que tu as réalisé cette semaine. On perçoit plus d'éclosions ces temps-ci de la COVID-19 chez les adolescents et on commence à avoir peur pour leur santé mentale. Justement, on a su cette semaine qu'un jeune qui fréquente l'école secondaire Armand-Saint-Onge a été testé positif à la COVID-19. On en parle avec le directeur général Alexandre Marion du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Alexandre Marion, c'est quoi les mesures sanitaires, finalement, dans les écoles secondaires par rapport à la pandémie? Eh mon Dieu, ça, c'est toute une question que vous me posez là, parce que non seulement il y en a beaucoup, mais elles sont changeantes. On va commencer par parler du masque, si vous voulez bien. Donc, à l'intérieur de l'école, les élèves portent des masques dans leurs déplacements, sauf à certains moments, quand ils sont en train de manger, par exemple, ou qu'ils travaillent. Le personnel, c'est la même chose. Le personnel a des masques de procédure. Les élèves, c'est davantage des couvre-visages. Là, nous sommes dans l'entrée, nous sommes seuls, il n'y a pas de circulation. Non. Moi, je suis en train de travailler, fait qu'en principe, parce que je ne circule pas, j'ai le droit d'enlever mon masque parce que je suis un travailleur. Vous êtes aussi un travailleur à ce moment-ci. Si vous étiez simplement une visiteuse, quelqu'un qui visite l'école, vous n'auriez pas le droit de retirer votre masque, à moins que ça vous empêche de faire votre fonction ou à moins que vous soyez en train de manger. Donc, en partant, pour répondre à votre question, juste la gestion des couvre-visages et des masques, c'est très lourd comme importance. Oui. Okay? Donc, on peut se considérer privilégié parce qu'on ne bouge pas, qu'on est dans un endroit. Oui, puis aussi pour que les gens comprennent bien ce qu'on veut transmettre comme message. Alors, j'enlève mon masque, mais je vais le remettre. On le remet tout de suite dès que l'entrevue est terminée. Parfait. Puis là, c'est la première fois qu'on l'enlève, là, présentement. Là. Donc, parfait. Alors, c'est réglé. Alors, on y va. On commence l'entrevue, alors je reviens. Alors, les mesures émises par le gouvernement dans les écoles secondaires, on aimerait vraiment savoir c'est quoi les mesures. Bon, là, on a commencé avec le masque. Oui. Et par la suite? Bon, bien, il y a toutes les mesures dont on entend parler depuis le printemps passé. La distanciation qui a changé un peu. C'est 1 mètre entre les groupes de classe, 2 mètres entre le personnel et les élèves. Même 2 mètres avec des bulles, si vous voulez, qui sont dans un même grand local, à l'occasion, par exemple, d'un dîner, ou etc. Donc, il y a des distances à respecter. Puis, je félicite et nos élèves et notre personnel d'emblée, parce que c'est vraiment respecté. On n'a qu'à s'appuyer dans un coin et à regarder comment les gens fonctionnent.
il y a vraiment une distanciation qui s'installe. À l'extérieur de l'école, le virus n'arrête pas d'être dangereux. C'est peut-être moins pire dehors, mais il est encore là. Donc, on demande aussi la distanciation, on demande aux gens de respecter ces règles-là. C'est un peu plus difficile. Oui, mais c'est aussi important, on lisait dans différents articles et le gouvernement en parlait aussi dans leur point de presse. À l'extérieur, tout le périmètre de l'école, les mesures sont encore aussi strictes, importantes. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est certain qu'à l'extérieur du terrain de l'école, bien, il y a peut-être moins de regards pour aider des élèves qui oublieraient qu'il faut respecter la distanciation, mais ça reste important partout. C'est pour ça que le cri du cœur qu'on lance dans les écoles, c'est il faut que toute la communauté scolaire, la communauté scolaire, c'est pas juste les intervenants, c'est les élèves, le personnel, les parents, toute la communauté autour. Il faut qu'on donne une chance à ces mesures-là de réduire les chances qu'on ait des éclosions. Là, on oublie souvent que malgré qu'on est en COVID, malgré que c'est complexe dans une école, parce que ça demeure un lieu de rassemblement, une école, malgré toutes ces règles-là, on arrive à vivre plein de choses qui sont positives. Les élèves font des projets extraordinaires et ça peut se réaliser parce que nos écoles sont ouvertes. Parce qu'on a encore accès à nos écoles, même si on est dans un moment complexe de notre histoire contemporaine. Donc, finalement, vous réussissez à quand même faire les activités avec les mesures. Puis, juste pour passer à ma prochaine question, et aussi, secondaire 3, 4, 5, c'est hybride, hein? Ils sont une journée sur 2 à l'école et l'autre journée sont à la maison. Ils font... Non, ce fonctionnement-là, ou cette règle-là, elle ne concerne que les zones socio-sanitaires qui sont au palier rouge. OK, parfait. Au palier rouge. Donc, l'idée derrière ça, c'est de diminuer les risques en rassemblant moins de gens. Okay. Donc, on prend des 3, 4, 5 qui sont un peu plus autonomes et on répète 2 fois le jour 1. Donc, okay. Le jour 1, c'est vous autres qui êtes à l'école. Oui. Les autres, vous êtes à distance. Donc, nous, secondaire 1 à 5 sont ici du lundi au vendredi. Oui, tout à fait. OK. Mais vous êtes prêts à l'éventualité que si on tombe en zone rouge, il va falloir faire... Bien sûr, bien sûr. Bien, d'abord, vous vous souviendrez qu'au mois d'août, le ministère nous a demandé de préparer un protocole d'urgence qui est en place, qui a été déposé au ministère le 15 septembre. Donc, qui prévoit un certain nombre d'éléments pour faire face à la déclaration d'un cas, à une éclosion dans la ville, dans le secteur, dans la région socio-sanitaire. Un petit peu plus tard, en septembre, on est arrivé avec les paliers, les paliers socio-sanitaires, puis les couleurs, et des règles associées à chacune de ces couleurs-là, dont ce que vous venez de mentionner pour la zone rouge. Donc oui, on est prêt à faire face à ça. Si vous me permettez, moi, j'aime mieux faire face à une descente vers la pastille jaune. On préfère tous. Ouverte. Je trouve qu'on tire bien notre épingle du jeu en Matapédia. Là. Ça va relativement bien. Ce n'est pas juste parce qu'il y a moins de population, c'est parce que peut-être qu'il y a moins de population que dans d'autres régions, mais parce qu'on fait des efforts, parce qu'on respecte ces règles-là. C'est ça qui fait en sorte que quand on a un cas, bien, il est contrôlé, puis il se propage pas dans la communauté. Oui, vraiment. Justement, en parlant de cas, on sait qu'il y a eu un cas de COVID-19 positif, un cas qui fréquente l'école secondaire ici, on le sait depuis en fin de semaine. Ça a été déclaré en fin de semaine, effectivement. Puis aussi, il y a un groupe, je pense que vous avez une classe qui est présentement suspendue? Bien, en fait, il n'y a pas de suspension d'école. Le ministère nous a demandé de nous préparer à enseigner en mode à distance. Donc, les activités scolaires se poursuivent, les activités académiques se poursuivent, mais à distance pour un groupe. Un groupe seulement, le groupe qu'a fréquenté cet élève. Les bonnes nouvelles, là, c'est que grâce à l'application des règles puis à beaucoup d'efforts de tout le monde, bien, sur les 49 personnes qui ont été contactées par le 6 en fin de semaine, le dernier rapport qu'on a eu à 5 heures dimanche, c'est qu'il n'a pas eu de propagation. C'était négatif partout. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est sorti. Seulement une personne qui est testée positive. Il y a une personne qui a été testée positive et tous les tests qui ont été faits sur la 50aine de personnes rencontrées par le 6, bien, jusqu'à maintenant, c'est négatif. Le 6 nous demande de toujours être très prudent parce que le virus se propage sur, je pense que c'est 14 jours, là, que ça n'a pas changé. Donc, les personnes qui sont identifiées, qui sont contactées par le 6, bien, ont des tests à une fréquence qui est variable. C'est selon le niveau d'alerte du 6. Je ne peux pas parler pour eux, mais
après les tests de la fin de semaine, il n'a pas eu de propagation. Mais là, pendant 2 semaines, ils ne viendront pas à l'école. Pendant Ce 2 groupe-là. semaines, ce groupe-là est en téléenseignement. Téléenseignement. Ouais. Parfait. Donc, c'est sous contrôle. C'est important de le mentionner Oui, parce que oui. ça circule vite quand même. Là. On en entend parler, donc c'est assez clair. On entend beaucoup parler présentement de santé mentale. J'aurais envie de savoir comment que vous sentez que les jeunes se sentent présentement à l'école. Je vais vous répondre. J'ai tendance à être très positif quand je regarde les jeunes évoluer, quand je regarde ce qui se fait dans les écoles. On peut pas nier l'impact qu'un paquet de règles puis un paquet de contrôles qu'on ajoute sur nos jeunes, qu'on ajoute dans nos écoles, c'est facile à vivre. C'est pas juste difficile pour les élèves, c'est difficile aussi pour le personnel. Il y a beaucoup d'anxiété qui est générée avec la situation. Mais ensemble, parce qu'on essaie de traverser ça ensemble, puis qu'on se donne des façons de fonctionner communes, bien, on tire bien notre épingle du jeu. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on s'en sort assez bien, tant les élèves que les membres du personnel. Oui, et ça doit faire du bien aussi aux jeunes de venir justement à l'école, de ne pas rester à la maison. Bien, j'ai pas de données précises, mais j'ai entendu, comme tout le monde, ce qui s'est dit au printemps passé dans les médias par rapport à des situations difficiles que vivaient certains élèves du primaire, du secondaire, qui est directement associé au fait qu'ils n'étaient pas à l'école, donc qui étaient à l'abri des regards bienveillants de notre personnel professionnel de soutien et enseignant. Donc, c'est sûr que, encore une fois, de garder nos écoles ouvertes, d'avoir nos élèves avec nous, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner pour traverser cette pandémie-là. Oui, puis moi, personnellement, je me ramène un peu à moi quand j'avais 15 ans, 14, 15, 16 ans, et j'aurais vraiment trouvé ça difficile de ne pas venir à l'école. L'école secondaire, c'est tellement des belles années, je trouve, dans une jeunesse. Durant l'adolescence aussi, c'est là qu'on a envie de se faire des amis, de rencontrer des gens. Donc, c'est vraiment bien de prioriser ça, que l'école soit ouverte. Là, bien, là je suis tout à fait d'accord avec vous, puis j'en rajouterai un peu, surtout quand on est ici à l'école Armand-Saint-Onge à Amkoui. Hein? Vous êtes une ambassadrice, une finissante, donc vous le savez. C'est une belle école, c'est un beau milieu dont on est très fiers et on va faire tout ce qu'on peut pour le garder ouvert et que nos élèves puissent continuer de fréquenter l'école. merci beaucoup. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose ou on a pas mal fait le tour? Non, moi, mes messages sont passés. Je suis bien content. Ouais. Merci beaucoup. Merci, madame. On a l'impression que la deuxième vague frappe encore plus fort la santé mentale des gens. Alors, j'ai décidé d'en parler cette semaine avec une intervenante de Santé mentale Québec, Bas-Saint-Laurent. Bonjour! Pour commencer, j'avais envie de savoir, suite au drame qui s'est passé samedi passé à Québec durant la soirée de l'Halloween, lundi, le gouvernement Legault a annoncé qu'ils vont investir 100 millions de dollars dans la santé mentale au Québec. C'est une très bonne nouvelle pour vous? Effectivement, là, on est content qu'enfin, il y ait un peu d'attention qui soit mise là-dessus sur la santé mentale et sur les besoins des gens, là, oui. Oui, effectivement. Puis, est-ce que vous allez toucher un peu à ces montants-là? Nous, en organisme communautaire, Ouais. on connaît pas encore les détails, mais je dois avouer que souvent, on n'est pas les derniers à passer, là, mais presque. Là, OK. Habituellement, on s'en va plus vers les grands centres en santé mentale et nous, on reçoit une petite partie du montant, là, ouais. Oui. Mais j'avoue que c'est plate qu'on doit vivre des événements comme ça pour prendre plus conscience. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus conscientisé par rapport à la santé mentale, mais il y a encore du chemin à faire. Oui, évidemment, là, c'est sûr que ça prend des événements comme ça pour qu'on y pense. Puis c'est ça, c'est plate parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de stigmatisation par rapport aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, on voit juste la façon dont les médias traitent le sujet. Là. Souvent, on va utiliser des mots qui sont durs. On va accuser tout de suite le problème de santé mentale lié à la pandémie et tout ça. Mais oui, effectivement, il y a un travail à faire là, pour conscientiser les gens. Mm-hmm. C'est quoi les constatations que vous faites chez vous par rapport à la santé mentale des gens depuis la pandémie? J'imagine que ça doit être différent qu'avant la pandémie. Je dirais qu'on n'a pas eu une grosse augmentation de nouveaux cas, de nouvelles personnes qui sont venues demander des services. Okay. Par contre, on remarque une différence chez nos membres qui étaient déjà là, qui sont des habitués. Ils sont plus stressés. Il y a vraiment une augmentation de la détresse. Vraiment, là, au niveau de leur fonctionnement au quotidien, c'était différent.
Oui, leur raison doit être différente aussi un peu. Oui, c'est ça. Oui. Là. Ceux qui avaient déjà des difficultés, ben c'est comme un peu la goutte qui vient faire déborder Oui, le ventre. Là. c'est sûr. Puis, est-ce que vous voyez une différence entre la première vague et la deuxième vague? Parce que, personnellement, moi, juste dans mon entourage, je le sens. Là. La deuxième vague, on dirait que là, la première, on était comme plus tolérants, j'ai l'impression. Là, il y a une impatience qui se sent là, Ouais. présentement. Oui, je suis d'accord parce que la première vague, en fait, c'est quelque chose qui était nouveau. On était un peu dans l'adaptation, puis on essayait de comprendre, puis tout ça. Puis là, les gens commencent à être épuisés, commencent à être un peu tannés de toutes les restrictions. Puis c'est du stress à un moment donné qui s'accumule. Puis avoir beaucoup de stress au quotidien, ça vient gruger beaucoup notre énergie, c'est sûr. Là. Oui, vraiment. Qu'est-ce que vous suggérez comme solution pour améliorer la santé mentale de tout le monde? Parce que là, on parle de vos membres, mais tout le monde, présentement, j'ai l'impression que notre santé mentale est un peu fragile parce qu'on ne peut pas vivre notre vie comme qu'on le veut, comme à l'habitude. Donc, est-ce que vous avez comme des suggestions finalement à faire aux gens? Bien, je pense en fait qu'au niveau du stress, là, ce qui est important, c'est de comprendre la source de notre stress. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça nous stresse? La pandémie, par exemple, là, c'est quelque chose qui est nouveau, premièrement. Fait que c'est normal que ce soit stressant. C'est quelque chose qui est imprévisible. On ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains jours. C'est quelque chose aussi sur lequel on n'a pas de contrôle. Et ce qu'on dit aux gens souvent, c'est de se concentrer sur les choses sur lesquelles on a du contrôle. Oui. Donc, on va agir sur nos pensées pour provoquer des sentiments, des émotions qui sont plus supportables, plus agréables. Par exemple, quelqu'un qui se dirait j'ai tellement peur de tomber malade, ben dans ce temps-là, il faut se dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour être en sécurité, on fait tout ce qu'il faut pour se protéger, qu'on suit les règles, tout ça. Donc, c'est là-dessus qu'on a du contrôle, finalement. Oui, je comprends. Puis, j'imagine aussi se retourner vers des choses que... du sens qu'on ne peut pas faire toutes les activités présentement, donc peut-être beaucoup prôner les activités qu'on peut faire, comme des marches, je présume, regarder la nature, j'ai parlé au téléphone, faire des vidéoconférences comme qu'on fait là, écouter... Effectivement, on doit s'adapter puis trouver des Oui. nouveaux moyens, justement. Là, l'humain a besoin de contact, puis la manière qu'on peut le faire maintenant, c'est justement de prendre le téléphone ou d'être en vidéoconférence, mais c'est mieux que rien. Faites-le, osez appeler la personne qui vit un peu plus loin ou qui s'ennuie un peu plus, là, ouais, ça peut aider. Oui, parce que des fois, on y pense, mais on n'a pas le réflexe de le faire. Parce que la vie bouge à 100 000 à l'heure habituellement. Et là, on est comme au ralenti, mais j'avoue, il faut prendre les devants. Là. Oui, exactement. Puis penser à des nouveaux moyens pour se ressourcer, là, qu'est-ce qui nous fait du bien, même si c'est tout simple. Oui, oui, c'est ça. Innover, le fameux mot qu'on dit depuis 6 mois. Voilà. Quelles aides que Santé mentale Québec apporte à la population présentement? Pour nos membres, en tout cas, si on devient membre, c'est vraiment c'est très abordable. Là, c'est que 10 par année de renouvellement. Okay. Donc, on a des activités pour ces gens-là de soutien. On a des ciné-débats, des clubs de lecture. C'est sûr qu'en temps de pandémie, nos activités changent un peu. On se retrouve en Zoom, là, vraiment. Sinon, de mon côté, en promotion, on donne des ateliers, des conférences sur divers sujets sur la santé mentale. Comme cette année, on a des ateliers sur le bonheur, sur le lâcher-prise, sur les deuils, la communication. Donc, c'est pas mal ça les services qu'on donne en ce moment. OK. Fait que vous avez différents thèmes. Puis, j'imagine qu'avant la pandémie, c'était en vrai, là, c'est via vidéoconférence, comme qu'on fait présentement? Oui, exactement. Là. Parfait. Par Zoom. J'ai lu que sur votre site Internet, je trouvais ça vraiment intéressant, j'ai lu que vous avez beaucoup plus de femmes membres que d'hommes dans votre organisme. Comment vous pouvez expliquer ça? En fait, si on oublie tout ce qui est coïncidence, hasard, ces choses-là, parce que c'est un chiffre quand même qui est là, les femmes, en général, sont plus proches de leurs émotions, vont plus avoir le réflexe d'aller chercher de l'aide que les hommes, sont peut-être plus intéressés parfois au thème de la santé mentale. Et je pense que c'est un peu pour ça, là, les femmes ont tendance à être plus portées à exprimer leurs émotions puis à vouloir des services, là, ouais. Ouais. Oui, effectivement, on peut pas, encore là, on généralise pas, puis j'ai l'impression que tout présentement change et évolue, mais j'ai l'impression que depuis toujours, effectivement, on a l'impression que la femme peut-être parle plus facilement de ses émotions que de l'homme. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport au sujet que vous voulez dire à la population?
Ben, en fait, juste une petite conclusion comme ça, Oui. c'est tellement important si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de parler tout simplement, si vous voulez des outils pour gérer votre stress, vos émotions, osez appeler quelqu'un, osez demander de l'aide. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on peut vous aider. On a des intervenantes au bout du fil, au poste 101 et 102. Donc, prenez le temps aussi de prendre soin de vous, faire des choses qui vous font du bien, aussi d'agir aussi sur ce que vous pouvez contrôler. Donc voilà, c'est mon message. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au revoir. Bye bye. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Le Club Lyon prend une autre direction. Maintenant, les fonds amassés vont surtout aller pour les gens qui font du diabète. Alors, j'ai parlé avec un membre du Club Lyon et aussi une spécialiste en diabète. Mélanie Bergeron, pourquoi c'est important d'aider les gens qui sont diabétiques? Bien, dans le fond, c'est une maladie qui est de plus en plus en nombre grossissant là, dans les dernières années. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent en charge leur santé. Puis des fois, bien, c'est pas toujours facile, donc parce qu'il y a une grosse partie qui revient à eux autres, une grosse responsabilité, parce que oui, les intervenants de la santé comme moi, on peut faire un peu pour eux autres, mais une grosse partie revient à la maison, tu sais, avec qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font. Donc, des fois, ils ont besoin d'un peu d'aide. Donc, c'est pour ça un peu qu'on est là. OK. Hygiène de vie, finalement, à la maison aussi. Ça repose juste sur eux. Rendu là, vous ne pouvez pas non plus les aider à la maison directement. Effectivement, tu sais, le plus gros pourcentage de prise en charge du diabète se fait par le client lui-même à la maison. Donc, c'est ça, nous autres, on est là vraiment pour les aider, mais eux autres, ils ont une grosse responsabilité, effectivement. Mais on essaie de les aider le plus possible. Puis des fois, quand ils ont de l'aide extérieure, bien, ça peut vraiment faire la différence. Le gouvernement couvre pas tous les frais de tous les médicaments, services, machines aussi que les diabétiques ont besoin. Puis, vous êtes là finalement pour... on cherche des dons, amasser de l'argent pour les aider à payer ces frais-là. Oui, effectivement. C'est sûr qu'avec les nouveautés, des fois, on a de nouveaux médicaments, on a des nouveaux produits qui ne sont pas remboursés immédiatement par la RAMQ. Par contre, quand même, il ne faut pas dire que tout n'est pas remboursé parce que vraiment, les frais, ça coûte énormément cher pour une personne diabétique par mois. Si on pense juste au glucomètre, aux aiguilles, aux bandelettes, les médicaments, juste des fois la nourriture aussi, des fois, ça peut être un petit peu plus dispendieux. Fait qu'ils ont quand même beaucoup de frais, ces gens-là. Puis, des fois, on a des nouveaux produits qui seraient idéaux dans certaines situations, puis le gouvernement ne les couvre pas le temps que ce soit accepté là, par tout ce que... dans le fond, les procédés là, qu'ils font pour que ce soit accepté par la RAMQ. Donc, à ce moment-là, on peut les aider là, en payant ces frais-là. Je vais vous parler, entre autres, juste là, du glucagon nasal, qui est nouveau maintenant, mais qu'il n'est pas remboursé par la RAMQ. Puis avant, c'était une injection qu'il fallait préparer. Donc, beaucoup plus de manipulation à la maison. Puis c'était beaucoup plus long là, avant de porter secours à ces gens-là. Aussi, il y a des camps d'été qu'on pouvait aider aussi. Il y avait plein d'affaires qu'on peut faire. Là, c'est sûr qu'avec la situation qu'on vit présentement, il y a des choses qui ont été arrêtées comme les camps d'été pour les jeunes, mais il y a quand même du matériel aussi. On parle des pompes à insuline. Des fois, c'est fourni une certaine partie qui est remboursée, mais pas au grand complet, là. Vous êtes infirmière pivot en diabétique, puis je me demandais, présentement, ce que vous faites, c'est du bénévolat, finalement, de conscientiser les gens à ce niveau-là. Bien, dans le fond, moi, je travaille vraiment à temps plein du lundi au vendredi, dans le fond, pour la clientèle diabétique de la région. Okay? Donc, quand je fais dans le fond, des conférences, c'est souvent sur mes heures de travail. OK? Fait que ça rentre dans mon travail. J'ai une partie communautaire qui est faite par le CIS du Bas-Saint-Laurent qui couvre le communautaire.
OK? Fait que des fois, c'est sûr qu'on peut faire du bénévolat dans certaines situations, là, mais habituellement, c'est couvert là, par le CIS. Mais quand même, le CIS voit l'importance de conscientiser les gens, d'aller faire un peu du terrain, finalement. Oui, effectivement, parce que la prévention, c'est très, très, très important. Tu sais, dans le fond, souvent, on peut prévenir vraiment ces maladies-là, là, que ce soit le diabète ou d'autres, juste par nos habitudes de vie. Fait que des fois, il faut juste être conscient de ça, puis de faire des petits changements. Des fois, des petits changements vont faire toute la différence. Oui. Puis aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Fait que donc, c'est avantageux de vraiment faire dans le fond, de la prévention, puis d'essayer d'éviter les maladies futures. Puis des fois, c'est pas juste le décès qu'on peut sauver, mais c'est la qualité de vie. Puis c'est ça là-dessus qu'on travaille beaucoup, beaucoup présentement pour essayer de donner une qualité de vie jusqu'à la fin de la vie de la personne. Mais justement, c'est quoi la cause du diabète? Est-ce que c'est en vieillissant, surtout les gens qui développent cette maladie-là? Bien, dans le fond, il y a 3 raisons sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Là. C'est héréditaire. Si on parle du diabète de type 2, parce qu'il y a quand même 2 diabètes, là, le type 1, c'est une maladie auto-immune qui touche quand même un pourcentage de personnes à peu près de 5 %. Là. Celui-là, c'est vraiment une maladie auto-immune, donc c'est pas de cause là, par rapport à l'alimentation, par exemple, les habitudes de vie. Par contre, le diabète de type 2, c'est quand même héréditaire, il ne faut pas l'oublier, fait que ça, on ne peut pas choisir vraiment. La race aussi, elle a une importance, puis l'âge. Fait que ça, on n'a pas d'influence là-dessus, mais par contre, les habitudes de vie, par la suite, là, rentrent en ligne de compte, que ce soit la nourriture, l'exercice, le surplus de poids va jouer aussi beaucoup, le stress aussi. Donc, on va travailler plus là-dessus. Là. Ça, c'est quelque chose qui a quand même une grosse importance. Puis, même pour l'efficacité, ça peut faire aussi effet qu'une pilule. Donc, c'est pas à négliger là, quand même les habitudes de vie. Oui, mais c'est quand même important de le mentionner que c'est pas juste les habitudes de vie qui font en sorte que tu es diabétique ou non, parce que des fois, il y a un peu de jugement. Ah, c'est peut-être parce que la personne a consommé beaucoup de sucre dans sa vie, mais c'est pas juste ça. Il y a aussi l'hérédité, etc. Vous faites des conférences aussi pour les entreprises. Je sais que vous en faites une chez Alliance 9000 pour les employés le 13 novembre prochain. Donc, si jamais les autres entreprises ont envie, vous pouvez faire une conférence. On peut vous contacter. Oui, effectivement. On sait que la Journée mondiale du diabète, c'est le 14 novembre. Donc, avec les Lions, on a décidé de faire une journée ici, à Alliance 9000, pour le 13 novembre. Donc, c'est vraiment une conférence, par exemple, pas seulement sur le diabète. Parce que, est-ce que la clientèle est juste diabétique ici? Non. Donc, pour intéresser tout le monde, c'est sur les saines habitudes de vie. Donc, le titre de la conférence, c'est Prendre soin de nous. Donc, c'est vraiment pour éviter toutes les maladies chroniques, que ce soit l'hypertension, cholestérol, diabète. Oui, pas juste le diabète. Effectivement. Parfait. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Ça me fait plaisir. Mariam Vouliane, pourquoi le Club Lion tient à aider les diabétiques? Depuis quelques années, les Clubs Lions, même au niveau international, les Clubs Lions s'intéressent beaucoup au diabète parce que la clientèle est de plus en plus nombreuse, que ce soit au niveau des jeunes ou des plus âgés aussi. Et comme on était toujours sur la vue, on s'est toujours occupé, d'ailleurs on s'occupe encore de la vue aussi, mais on a décidé de choisir un autre créneau qui serait plus proche de la population aussi à ce niveau-là. Donc le diabète nous semblait une cause qui était plus valable finalement dans ça. Et on veut surtout aider le plus de monde possible. Donc ça fait partie vraiment de notre mission là, à ce moment-là. OK. Puis vous sentez vraiment que le diabète, présentement, c'est ce qui... c'est à ce niveau, c'est le diabète que vous pouvez le plus aider la population que la vue, mais vous continuez à faire un petit peu pour la vue quand même. On continue pour la vue, effectivement. Mais le diabète, en fait, ça devient vraiment une mission qui est devenue pour tous les Clubs Lions. Nous autres, on est dans un district. Vous, non, on n'est pas seulement le Club Lion d'Amqui, on est dans un district qui s'appelle le district U3. Et les Clubs Lions, pour le district, c'est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Donc, on est 35 Clubs Lions qui suivent la tendance, finalement, au niveau international, à vouloir vraiment aider pour le diabète. Okay. Puis vous avez un titre à l'international, je crois. Parce que là, vous êtes membre du Club Lion ici, mais vous avez un autre titre. Exactement. Moi, je suis coordonnateur présentement pour le district 3 au niveau de la Fondation des Clubs Lions internationales. Donc, ma mission à moi, finalement, c'est de promouvoir l'aide qu'on peut apporter envers un club et de motiver les Lions, tous les Clubs Lions, finalement, les motiver à venir en aide à ces personnes-là. OK, parfait. Le Club Lion, comment on vous amancez des dons? C'est à travers d'autres, à travers des activités qui sont déjà présentes dans la vallée.
Exactement. C'est sûr que le Club Lion d'Amqui est connu à divers endroits aussi là-dedans parce qu'on a beaucoup d'activités. Si on parle de la canne de bonbons, si on parle de la vente de gâteaux aux fruits, d'ailleurs, on est dans cette période-là maintenant. Oui. On s'en va aussi au niveau de l'emballage avec les supermarchés. On a à Quillebeuf, on a le super hommage, on a beaucoup d'activités. Et à chaque fois qu'il y a une activité, il y a beaucoup d'argent qui sont amassés strictement pour les œuvres. Et quand on parle d'œuvres du Club Lion, ben ça, c'est de l'argent qui est remis à 100% à des causes qui nous tiennent à cœur, dont le diabète. Parfait. Donc maintenant, l'argent va aller surtout pour aider les gens qui sont atteints par le diabète, comme on disait un petit peu plus tôt avec Madame l'infirmière, c'est que c'est avec des produits ou des activités ou peu importe qui ne sont pas financés par le gouvernement. On peut rentrer en contact avec le Club Lion pour avoir une aide financière. Exactement. Et chaque cas qui va nous être référé, parce que c'est surtout sur référence, chaque cas qui va nous être référé, le dossier va être remis à notre comité des œuvres. À ce moment-là, comme on n'a pas un budget non plus qui est vraiment exorbitant, donc à chaque fois qu'il y aura un cas de précis là-dessus, le comité des œuvres va se pencher sur cette demande-là. Et quand ce sera possible, effectivement, il y aura des montants d'argent qui seront remis. Parfait. Donc, on va mettre les coordonnées du Club Lion en bas de l'écran. Donc, si jamais vous avez besoin de financement ou si jamais aussi vous avez envie de donner des dons, tu sais, des fois, on ne sait pas par où qu'on peut passer pour donner directement au Club Lion. Donc, vous avez les coordonnées en bas de l'écran. Merci beaucoup, Marianne Bouliane. Merci. Cette semaine, à l'émission Héritage, j'essaie d'être à l'écoute des signes qu'elle me fait tous les jours parce que pour moi, chaque jour est une aventure, puis je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Merci à toi, mon Père, de nous donner la vie. Ariel Valade et Billy Guénette sont revenus de leur expédition de kayak de 700 km du Saguenay à Percé et on s'est déplacé à Sainte-Cléophase pour parler avec eux de comment ça s'est passé. Bon, mais bon retour, les gars! Merci! Pour commencer, mon Dieu, bon, on prend une petite gorgée, après j'arrête. Un petit gorgée. Oh, une petite gorgée, on est bien reçus ici avec ta maman, Joseph, qui m'a offert un café, merci beaucoup. Alors, parfait, pour commencer, j'ai envie de savoir, vous pensiez faire votre périple de kayak de 700 km en 22 jours. Vous l'avez fait finalement en 20 jours. Comment ça? Ouais, on voulait le faire en 22 jours de progression. Okay. Fait que on avait prévu 22 jours à avancer, puis peut-être des pauses là-dedans à cause de la météo ou parce qu'on allait être fatigué. Puis finalement, on l'a fait en 20 jours parce qu'on était plus rapide que ce qu'on avait prévu. Ouais. On a eu des bonnes conditions aussi. On a eu beaucoup de ventes d'eau pendant l'expédition. À part quelques journées, là, c'était des bonnes conditions. Fait que ça a fait qu'on a avancé plus que ce qu'on croyait. Mais aussi, je présume que au début, vous êtes donné quand même des jours plus mollo, du sens que vous avez pas un défi de le faire le plus rapidement possible. Vous êtes donné quand même du temps. Vous êtes dit 22 jours au cas où s'il se passe quelque chose. Puis finalement, tout s'est bien passé? Ouais, tout s'est full bien passé. Là, moi, j'ai pensé à vous le 27 octobre parce qu'il a neigé. J'ai pensé à vous. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il neige? Ouais, on s'attendait à ce qu'il neige, puis on souhaitait aussi avoir un peu de neige là, à la fin. Là, pas sûr, en partant, s'il neige pendant 3 semaines, c'est plus dur, là, mais à la fin, on voulait un peu de neige. Là. Fait que, le matin, c'est sûr que quand on sort de la tente, faut se motiver à remettre l'équipement de kayak et tout ça, là, mais c'est le fun, là, ça fait une belle expérience de pagayer dans la neige. Puis, Et c'est sûr que c'est beau, mais c'est froid. Ouais, ça c'est froid, ça c'est sûr, là, mais tu sais, ça va, on est bien habillés, puis... Qu'il fasse 1 degré ou -1, il n'y a pas une grosse différence. C'est juste qu'il fait... En fait, il fait quasiment moins froid quand il y a de la neige parce qu'il pleut pas. Puis quand il pleut, ben, on est tout mouillé. Là, il fait vraiment froid. Donc, vous aimez mieux la neige que la pluie? Ça dépend à quelle température, mais en automne, ouais. Oui, ça dépend. Et puis, la neige, j'imagine, est-ce que c'est plus dur à pagayer ou je connais pas ça, là? Ben, il n'y a pas de neige sur l'eau. Il n'y a jamais de neige sur l'eau. Fait que ça a vraiment aucune différence au niveau de la performance de pagayage. OK. Et aussi, vous dépensez aussi, je veux dire, vous avez chaud, je présume, là, en pagayant comme ça toute la journée, donc qu'il neige ou pas, vous n'avez pas tellement froid, là. Non, on n'a pas froid. Puis, pour donner une idée, on est habillés comme ça en dessous de nos drails. Fait que, on a une petite combine avec une combine un petit peu plus gros.
Puis on est habillé comme ça parce que si on est habillé plus, tu sais, puis même comme ça, des fois, souvent, on arrivait le soir, une grosse journée, on avait sué, tout notre linge est humide. Fait que c'est ça, faut pas être trop habillé en dessous parce que sinon, tu passes pas la journée. Ah oui. Mais c'est comme dans n'importe quoi, comme quand tu vas courir, au début, tu as froid, mais maintenant, ça va. Vous pensiez faire 30 km de kayak par jour? C'est bien ça? Est-ce que finalement, vous avez dépassé votre 30 km? Ouais, ben il y a quelques journées. Je pense qu'il y a juste 2 journées qu'on n'a pas fait 30 km en tout, sauf celle qu'on a été arrêté. Là. Mais pendant qu'on progressait, la première journée, on a eu du gros vent de face. Fait qu'on a fait quelque chose comme 12 km. Le reste du temps, on faisait entre 40... Une petite journée, c'était comme 40 km. Les grosses journées, ça allait jusqu'à presque 60 km. Mais est-ce que vous avez... J'ai l'impression que ça a comme commencé difficilement. Est-ce que vous avez eu peur? J'ai comme l'impression que la première journée que vous avez faite, ça a comme été une des plus difficiles. Est-ce que ça se peut? Ouais, ben en fait, là, la première journée, c'est qu'on est parti de la baie, puis on est parti... on avait il annonçait un coup de vent, là. Fait que ça, c'est des gros vents, puis on l'avait de face. Puis ça, on le savait, puis on a pris la décision de partir quand même. Parce qu'on aurait pu reporter à une journée de plus puis partir le lendemain. Le lendemain, il annonçait pas de vent. Mais on a pris la décision de se lancer puis qu'on était parti. Puis même si on faisait moins de kilomètres la première journée, l'expédition était lancée. Puis tu sais, c'était parti puis on était décollé. Puis c'est ça, on a eu comme du 30 nœuds de face toute la journée constant. Là, fait que c'était dur de progresser. Puis on est arrivé à un endroit où il y avait une grande anse, là, que c'était dur de passer au travers. Puis les côtés, c'était pas facilement accostable. Fait qu'on a décidé d'arrêter un peu avant sur une plage à la sortie de la baie. Puis fait qu'on a attendu là 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. On a attendu que ça se descende. Puis on est reparti après pour se rendre au camping, moins loin que celui qu'on avait planifié parce qu'il a fallu qu'on arrête. Puis c'est plus dur de pagayer avec du vent de face. Mais tu sais, tout ça, c'est pour ça que c'est un 30 km qu'on s'était prévu en moyenne. Mais tu sais, après, on savait très bien qu'il y a des journées qu'on allait en faire moins, puis des journées qu'on allait en faire plus. Vous avez vraiment bien calculé vos affaires, finalement. Là. Ouais. Parce que vous êtes laissé une marge d'erreur, j'ai l'impression, là, quand même. Là. Ouais. Donc, est-ce que ça vous a découragé, vu que la première journée, c'était comme... Vous avez fait 12 km à la place de 30? Non, pas du tout. La seule chose, c'est qu'on voulait arriver le plus vite possible aux Escoumins pour faire la traversée du fleuve parce que ça prend une fenêtre météo presque parfaite pour traverser. Fait qu'on voulait arriver là le plus tôt possible pour avoir le plus de chances de pogner notre fenêtre météo le plus vite possible. Fait que les premières journées, on avait prévu plus que 30 km en fait pour les 3 premiers jours pour se rendre aux Escoumins. Mais ben, c'est ça. Fait qu'on a dans le fond reporté un peu. On a eu du retard de 1 journée pour se rendre aux Escoumins, mais ça a bien donné parce qu'on a pu traverser quand même direct quand on est arrivé. Okay. Mais au départ, c'était ça. C'est surtout pour arriver le plus vite possible à traverser du fleuve qu'on voulait faire ça vite au début. Niveau équipement, nourriture, est-ce que vous en avez manqué? Est-ce que vous vous êtes dit un moment donné, pendant le périple, ah, mon Dieu, on oubliait ça. Là. On oubliait tel équipement ou telle nourriture? Ben, on n'a rien oublié. On avait en masse de bouffe. On avait de la bouffe, on en avait planifié là, pour plus de jours, justement, si on restait pris à cause de la météo ou quelque chose. On n'a rien oublié. Mais on en a perdu. Ouais, on en a perdu un peu pendant le périple. Là. On a perdu beaucoup de sucre. Vous aviez beaucoup de sucre? Vous avez pensé à ça? On en avait 2 chaque. On les a tous perdus. On les a tous perdus. On a acheté 2 autres. Où? Enfin, là, juste après, là, on est arrivé. Là. Okay. On est allé, on a acheté ça à Gaspé hier. Ouais. OK. Mais, on a perdu de l'équipement parce que moi j'ai perdu mon bol. Mon bol de nourriture là, avec mon dîner dedans parce que j'ai oublié de fermer mon caisson en arrière. J'ai un caisson de Joe qui est plus petit. Okay. J'ai oublié de le fermer, puis là, on est parti dans la grosse vague. Puis finalement, c'est comme après 1h30, 2 heures de pagayage que je me suis retourné, puis là, j'ai vu que tout mon stock flottait dans l'eau. Fait que c'est ça. Puis quand je suis arrivé au bar, j'ai tout compté, tout checké, puis le bol était parti. Fait que, mais tu sais, pas grave, tu sais. Non, c'est ça. Je mangeais dans le Ziploc, puis je mangeais dans la casserole le soir. OK. Puis niveau pour les dodos, j'ai vu qu'à un moment donné, vous trouvez pas de place. Il y a quelqu'un qui a vraiment été gentil qui vous a invité chez lui. Ouais, ben en fait, au départ, c'était plus facile de trouver des endroits où camper, ben surtout sur le fjord, on connaît les campings, fait que ça c'est puis les spots où camper, fait que ça c'était facile. Mais rendu sur la rive sud du fleuve, il commence à avoir plus de, ben en fait, on avait jamais navigué là. Fait que déjà là, ça me porte un petit challenge pour se trouver des places où camper.
Puis, rendu à un certain point, tu arrives dans un village, puis là, tu peux pas te camper vraiment dans le village parce qu'il y a juste des terrains de maison. Fait qu'il faut comme aller demander au monde dans le village s'ils peuvent nous prêter leur terrain pour la nuit, là, pour qu'on puisse dormir là en tente. Puis c'est ça, au départ, on a juste fait ça pendant un bout. Puis il y a plein de monde qui nous ont offert des chambres, mais ça, on n'est pas allé là. Sauf que qui nous ont offert de dormir sur le balcon avec la tente pour être protégé de la pluie ou des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment le fun. T'sais, le monde il était vraiment sympathique. OK, donc finalement, vous avez tout le temps dormi dans votre tente, mais vous étiez souvent dans des cours ou... Ouais. Ben, sauf la nuit en auberge, les 2 nuits en auberge qu'on avait prévues à l'avance, là, que c'était des partenaires. Oui, c'est arrivé. Ouais, mais sinon, c'était pas mal tout le temps dehors. Ouais. Okay. Fait que vos partenaires, c'est ça. Vous aviez deux finalement, places que vous pouvez dormir, 2 nuits. Ouais. Puis vous avez de la nourriture aussi. Ouais, c'est ça. Okay. Nos partenaires, les principaux, c'était Kokatat, qui nous ont passé presque tout l'équipement de, mettons, vêtements de kayak, dry suit, tout ça, c'était Kokatat qui nous ont aidés là-dessus. Après ça, il y avait le Point G qui nous ont aidés pour la bouffe. Pour tous les soupers, en fait, une grosse majorité des soupers. Puis aussi pour les communications. C'est encore eux qui gèrent les communications avec les médias. Puis après ça, il y avait 2 auberges. Une qu'on peut pas encore dire. Puis une que c'est le coin de base le camp de base du coin du banc, proche de Gaspé-Percé. Puis après ça, on avait des petits partenaires, soit il y avait Fier en kayak, il y avait tout le monde. Non, je pense que c'est tout. Ouais. On avait Fier en kayak parce que c'est ça, dans le fond, c'est la compagnie où je travaille l'été comme guide de kayak. Puis eux, ils nous ont, ils ont été gentils puis ils nous ont offert une belle petite commandite. Ouais. Bon. Oui, parce qu'on se rappelle que vous avez étudié ensemble à Gaspé en tout. Ah non, à Québec. Ouais. OK, pas à Gaspé, je pensais, parce qu'il y en a un à Gaspé. Oui, il y en a un à Gaspé aussi. C'est quoi le titre déjà de votre formation? Un AEC en tourisme aventure et écotourisme. OK. Puis là, sentez-vous vous avez pris un coup d'expérience avec qu'est-ce que vous avez fait comme périple par rapport à votre domaine? Moi, mon domaine, au départ, je guidais en escalade. Fait que par rapport à mon domaine, non, mais en kayak, énormément. Parce que je suis pas guide de kayak. Billy a beaucoup plus d'expérience que moi en kayak. Moi, je me débrouille, mais là, maintenant, j'ai de l'expérience grâce à l'expédition. Puis je trouve que j'ai plus d'expérience que quand j'ai commencé. Ouais, vraiment. Puis, les gens vous ont vraiment... Là, vous avez des partenaires, c'est super gentil. Vous avez eu des partenaires. Puis les gens ont vraiment été gentils avec vous tout le long du périple. Il y a des gens qui vous ont suivi. Vous avez... puis tout le long, les gens vous aidaient. Ouais, ben oui. Puis, tu sais, il y avait du monde qui nous offrait à souper, il y avait du monde qui... À chaque fois qu'on a dormi sur le terrain de quelqu'un, il nous offrait le café le matin. C'était vraiment, tu sais, vraiment un gros merci à tout le monde de la Gaspésie puis du Bas-Saint-Laurent. C'était eux qui ont été le plus chaleureux. Est-ce que les gens étaient au courant? Est-ce qu'ils vous attendaient? Ouais, c'est arrivé une couple de fois. Il y a une drôle d'histoire là-dessus aussi. On a le temps. C'est quoi, là? C'est les bières. Ah ouais. Ouais, mais dans le fond, c'est ça, parce qu'on avait on traînait avec nous autres un spot, fait que c'est une balise, là, puis là, avec Kayak 2020, tout ça, ils pouvaient tout suivre exactement où on allait. Puis des fois, c'est ça, on a des gens qui nous suivaient, qui nous attendaient sur le bord de l'eau, puis qui nous envoyaient à la main, ou tu sais. Même souvent, quand on allait cogner pour dormir ces terrains, les gens, ils nous connaissaient, tu sais. Ils disaient « Ah ouais, j'ai entendu parler de vous autres. » Ils nous disaient « C'est vous autres les deux fous. » On se demandait quand est-ce que vous alliez passer au village. Mais c'est ça, puis il y a une fois, à un moment donné, on partait le matin de Saint-Simon-sur-Mer, puis on se rendait à Rimouski. Puis là, c'est ça, les gens, c'était une famille, puis ils nous ont suivis presque toute la journée, c'est qu'ils nous ont raconté pour le soir, aller nous porter chacun une bière au campement. C'était le fun. Vous avez aussi, il y a un bout du périple que vous avez, je pense, une équipe qui vous a suivi, une équipe de tournage? Ouais. On avait 2 amis et guides pour la même compagnie, 2 amis, mettons, pour Fier en kayak qui nous ont accompagnés pour la première section du voyage, fait que jusqu'à la traversée du fleuve. Puis en même temps, on avait JFJ Photographie. Fait que tu le connais? Ouais. Fait que c'est lui qui nous avait accompagnés pour cette partie-là, jusqu'à la traversée. Fait qu'il a documenté cette partie-là. Puis après ça, on avait ma mère puis d'autres mondes qui venaient prendre des photos à certains arrêts, mais qui sont venus juste une fois en kayak. T'sais. Pour les images sur l'eau, c'était surtout
JFG Photographie. Mais est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent par rapport à ça, un reportage ou un film ou un court-métrage, je sais pas? Il y a des projets, mais c'est ça la surprise du 16 janvier. Du 16 novembre, il y a une surprise, puis c'est par rapport à ça. Mais c'est par rapport à ça, c'est ça. Puis on va annoncer ça le 16 novembre. OK, j'irai pas plus loin. OK, c'est bon. Donc, vous avez aimé votre expérience, le moral a été bon tout au long de votre périple? Ouais, absolument. C'était vraiment le fun. Il y a une journée que c'était plus tough, là. C'était... je ne sais plus c'était quand, mais c'était à la fois qu'on est arrivé au fort puis qu'on a mangé là-bas. Là. Ouais. C'était une journée il faisait vraiment plus froid que d'habitude. Puis il y avait des vagues. On avait eu une journée quand même difficile la journée d'avant, mais le fun. Mais on était épuisés un peu cette journée-là. Puis là, les vagues étaient un peu spéciales. Ils essayaient tout le temps de nous faire chavirer. Puis ils faisaient exprès. Avez-vous peur? Non, parce que si on chavire, premièrement, on sait esquimoter. Okay. Puis fait que se retourner de bord. Puis si jamais on réussit pas à esquimoter, ben on est deux, puis on va se récupérer à deux. C'est quand même facile à faire. Mais c'est froid. Oui, c'est froid. Fait que ça te tente pas d'aller dans l'eau. Là. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis au niveau, juste pour finir, au niveau de... vous deviez traquer des journées, je peux pas croire. Est-ce que vous avez pris des journées de congé par rapport à ça? Ouais, on a pris une journée de congé prévue qui était à Saint-Ulrich. Ça, on s'est pris une journée, puis c'était à peu près à mi-chemin. Okay. On a pris une journée de congé là, puis on en a pris une à la fin, forcée, à cause de la météo. Là. On était à Pointe-Saint-Pierre, juste avant... C'est une affaire de... Ça nous a pris 2 heures le lendemain à arriver. Là. Il y avait juste trop de vent. C'est ça, il y avait juste trop de vent pour partir à l'endroit où on était, là, parce que le vent nous arrivait de face, fait que les vagues, là, ils venaient déferler, puis c'était vraiment gros. Okay. Fait qu'on n'a pas pu partir. Mais c'est ça. Puis, tu sais, après, on s'est pris une journée de congé, puis, tu sais, à la fin, on est arrivé à temps, puisqu'après ça, il aurait fallu en prendre un autre. Là, Mais c'est le corps qui suivait moins, le moral? Ben, le moral était quand même correct. Là. Okay. Moi, en tout cas, moi, là, la journée avant la journée de congé, 2 fois, j'avais mal partout. Okay, puis juste après la journée de congé, j'étais top shape. Puis ça prenait juste une journée pour me remettre sur le piton. Hein. Parce que c'était à peu près 9 jours de kayak straight, une journée de congé, 9 jours de kayak, une journée de congé. J'ai une question qui vient de m'arriver. C'est un peu personnel, mais est-ce que vous sentez comme... Est-ce que vous avez perdu beaucoup de livres? Est-ce que vous sentez comme vraiment plus en forme? Ou est-ce que, tu sais, je veux dire, vous mangez souvent beaucoup moins qu'à l'habitude? Non, on mangeait énormément. Là, ça n'avait pas d'allure. On mangeait vraiment beaucoup. Puis on mange encore de même. Il n'y a pas vraiment eu de différence au niveau de la forme. C'est pas pesé, mais tu sais, en même temps... C'est une affaire de filles, finalement. Tu sais, en même temps, c'est ça, tu sais, les deux, tu sais, faire ça, oui, on faisait peut-être plus de kilométrage, mais tu sais, c'est comme... les deux, on travaille dans le plein air tous les jours, tout l'été, fait que tu sais, on est comme... Ça fait déjà partie un peu de vos habitudes de vie, votre style de vie. Ouais. Bon, mais merci beaucoup, les gars. C'était vraiment intéressant. On a vraiment pris le temps de faire le tour. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi votre surprise le 16 novembre. Et encore, profitez de la vie. Oui. Bravo. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Christo nous fait découvrir cette semaine un album de musique québécois. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un album québécois, Hibou de Nicolas Gému, sorti en 2019. Cet album se trouve être le premier album de Nicolas Gému. Il l'a peaufiné pendant très longtemps. Par exemple, une des chansons, Girouette, il a commencé à l'écrire à l'âge de 15 ans. Il est dans la vingtaine au moment où il sort l'album. Alors, cela montre donc que cet album, ça faisait vraiment longtemps qu'il l'avait en tête et qu'il travaillait dessus. Ses inspirations sont le style québécois folk des années 60 et des années 70. Ce que j'aime particulièrement de la musique de Nicolas Gému, c'est les textes. Ces textes sont composés de poésie simple et douce. Ce sont des textes raffinés et intelligents. Il utilise dans ses chansons plusieurs métaphores à la vie, à l'amour, à l'amitié
et j'en passe. C'est aussi de la musique très douce à l'oreille, très bien composée, très bien harmonieuse, qui s'écoute très bien comme musique de fond pour étudier, faire le ménage et bien d'autres. Moi, c'est comme ça que je l'écoute, mais chacun peut écouter la musique comme il le veut, comme il le souhaite. Eh bien, comme disait le proverbe, une image vaut 1000 mots. Eh bien, dans la musique, un son vaut 1000 mots. Alors, écoutons quelques extraits de l'album Hibou de Nicolas Gému. Si t'as le vent d'en face, vire de bord, j'ai jamais vu une girouette toujours pointer le nord. C'est vrai qu'on fait une drôle de paire au milieu du chemin, mais dans les vents contraires, oublie pas que je te tiens. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, on découvrira la paix. On a chassé les oiseaux à coups de fusil, puis après on se plaint que nos matins sont gris. Y a-tu quelqu'un qui veut passer mes jambes? Faut que je me tienne debout, même si j'entends une voix dans le silence essayer de me rendre fou. Les vieux démons me font des avances, mais j'ai fini de vivre à genoux. Je ne crains plus les nuits blanches, je me suis fait l'ami des hiboux. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique culturelle. On se retrouve la semaine prochaine dans votre hebdomadaire d'info.tvc. Merci, c'était Christo. Ciao! Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Alors, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui, ce vendredi 6 novembre. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été des nôtres et d'avoir été nos yeux pour les nouvelles matapédiennes qui touchent les matapédiens. En fait, qu'est-ce que tu as déjà prêt pour la semaine prochaine, Zoé? Je vais visiter le Bec Pointu à Amkoui. Ils ont agrandi, ils ont rénové, donc vous allez avoir des belles images au courant de la semaine prochaine. Et surtout, des bonnes envies de bouffe. De sushi. Oui, de Pour moi, sushi, de pâtisserie, de pâté au poulet. En tout cas, bref, je m'en vais. Non, je quitte toute l'émission à chaque fois. Merci beaucoup, Zoé. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas, dès la semaine prochaine, on commence les célébrités, les festivités des 40 ans de la télévision communautaire. 40 ans en 40 jours sur les médias sociaux et sur les ondes de la télévision communautaire. Nous avons même une émission d'archives savoureuses faite par Christo, notre animateur de bingo, qui va vous être présentée au courant des 40 prochains jours. Je vous invite aussi à ne pas manquer le Télébingo ce dimanche, 12h30. La carte pleine est à 500 $. Je vous remercie beaucoup. Allez profiter du soleil de la fin de semaine et on se revoit mardi.